Voix des Balkans, le podcast du Courrier des Balkans, une collection de grands entretiens à la rencontre de celles et ceux qui font bouger l'Europe du Sud-Est. Un podcast animé par Simon Rico. Aujourd'hui, nous recevons Milomir Kovačević, photographe. Milomir Kovačević, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux d'inaugurer avec vous Voix des Balkans, ce nouveau podcast du Courrier des Balkans, cette collection de grands entretiens à la rencontre de celles et ceux qui font bouger l'Europe du Sud-Est. Ce premier rendez-vous est un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre du cycle de réflexion initié par le Courrier des Balkans avec le bureau parisien de la Fondation Heinrich Böll à l'occasion du 25e anniversaire de la signature à Paris des accords de paix de Dayton qui mirent fin à la guerre de Bosnie. Milomir Kovačević, revenons à vous, à votre travail, à votre parcours qui fait le pont entre la région parisienne où vous résidez depuis 1995 et la Bosnie-Herzégovine, votre terre natale. Mais avant de commencer notre conversation, sans doute faut-il vous présenter un peu. Vous êtes né en 1961 à Čajniče, un village des collines bosniennes, dans un pays qui s'appelait alors la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Vous avez commencé la photographie à Sarajevo, votre ville de cœur à la fin des années 70, et vous êtes photographe professionnel depuis le milieu des années 80. Votre carrière a débuté dans la presse yougoslave, mais jamais vous n'avez cherché, dites-vous, à faire des images sensationnalistes, trop périssable à votre goût. Au contraire, dans vos photographies, vous vous intéressez plutôt aux sensibles avec un goût revendiqué pour l'éclectisme dans les choix de vos sujets. Vos images, toujours en noir et blanc, témoignent des profondes transformations à l'œuvre dans la Yougoslavie, orpheline du maréchal Tito et plongée dans une terrible récession économique qui a mis à mal, dans les années 80, son modèle social. Au début des années 90, vous photographiez les premières élections libres qui vont voir la victoire des nouveaux partis ethno-nationalistes. Mais vous photographiez aussi les manifestations pour la paix, les rencontres sportives, les marchés, les concerts de rock. Bref, pour reprendre vos mots, vous êtes le chroniqueur visuel de Sarajevo. L'année 92 va bouleverser votre vie personnelle et votre vie artistique. La guerre que tout le monde redoutait éclate en Bosnie-Herzégovine et Sarajevo, assiégé, devient tristement célèbre dans le monde entier. Malgré tout, vous continuez de photographier votre ville et ceux qui y survivent avec un regard forcément différent de celui des photographes étrangers qui affluent en 1995 après avoir pris près de 30 000 photographies dans votre Sarajevo en guerre. Vous finissez par partir et vous atterrissez finalement à Paris, une ville que vous ne connaissez pas, mais que vous n'avez plus quittée depuis lors. Mais pour commencer notre conversation, revenons en arrière, revenons aux années 60, celles de votre enfance. Et comme je le disais, vous êtes né à Čajniče, un bourg au sud-est de la Bosnie-Herzégovine, tout proche du Monténégro et pas très très loin de la Serbie non plus. Est-ce là, dans ces montagnes boisées aux confins de 3 républiques yougoslaves, aujourd'hui 3 États indépendants, que se trouvent vos racines familiales, celles des Kovačević? Oui, c'est tout petit village Ponikve. Il y a 2 villages Ponikve. Et moi, je suis vraiment né à la frontière parce que ma mère et ma sœur, elles sont nées côté Monténégro et moi, mon frère et mon père côté de la Bosnie. Et c'est 2-3 kilomètres de la différence. Et les gens, ils parlent que ma mère est sortie dans les champs pour travailler. Je suis né sous les champs et c'était vraiment à la frontière de Bosnie et Monténégro. Aujourd'hui, ils disent par rapport où vous êtes né ou déclaré dans la mairie, que vous êtes bosnien, serbe, croate ou monténégrin, mais moi je suis plutôt éduqué et grandi dans l'esprit yougoslave. Et je restais toujours la Yougoslavie, ça restait dans mon corps et je vais mourir avec ça aussi. Et rapidement d'ailleurs, vous avez grandi peut-être dans la ville la plus yougoslave de toute la fédération. Vous êtes arrivé à Sarajevo avec votre famille. Est-ce que c'est un souvenir heureux pour vous, Sarajevo, cette enfance dans les années 60 ? Bien sûr que c'était encore Yougoslavie, c'était un petit peu un pays idéal à l'époque. C'est encore Tito, communisme, c'était bien
c'était pas communisme méchant comme des pays de l'Est. Tout le monde a travaillé, on a eu protection sociale. Mon père a seul travaillé, il a éduqué trois enfants, on a construit la maison à Sarajevo, tout ça. Ce système a permis d'apprendre la photo. Tout le monde, si quelqu'un voulait apprendre la photo, radio, je ne sais pas quoi, il y avait des centres culturels où vous pouvez gratuitement ou symboliquement, avec un petit peu de l'argent, vous pouvez apprendre tout ça. Comme ça, je suis arrivé à la photo et je n'ai jamais quitté. À cette époque, j'ai rencontré mes amis, et ils sont toujours mes amis, même le mec qui m'a première personne que j'ai rencontrée là-bas. Ce matin, on a parlé au téléphone. Il est un petit peu plus haut à côté de Rotterdam, à Ridderkerk. Et comme ça, on a créé une famille photographique, on peut dire. On n'a jamais trop demandé qui est qui, mais on a demandé juste qualité humaine. Est-ce que vous êtes bien ou pas bien? C'était à Sarajevo. Sarajevo, qu'on ait été serbe, croate ou bosniaque, finalement, on était sarajevien avant tout? Avant tout, parce que on pouvait trouver un serbe, un croate, un bosniaque ou un juif, ou je ne sais pas. Vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Toutes les mêmes vêtements, les mêmes manières, les mêmes accents, toujours Ray-Ban, Marlboro, je ne sais pas. Si on comptoir, plutôt whisky. À l'époque, c'était Johnny Walker, Ballantine, ou je ne sais pas, les mêmes blagues, tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de différence. Et on n'a pas regardé. On a essayé de vivre et on a appris de vivre ensemble en respectant. On connaissait tous les fêtes religieuses, tout ça. Et on a respecté, on était invités partout. On savait toutes les cérémonies, tout ça. Et c'était un petit peu une vie, par rapport à aujourd'hui, comme c'est un petit peu assez partagé, c'était plutôt une vie idéale. Et selon l'état civil, donc vous vous appelez Milomir Kovačević, mais il paraît que vos amis et ceux qui vous connaissent bien utilisent plutôt votre surnom Strašni. Ça veut dire le terrible en serbo-croate, mais quand on vous rencontre de prime abord, on a l'impression que vous êtes plutôt quelqu'un de calme, de tranquille. D'où ça vient ce surnom Strašni? Ça, c'est un des surnoms qui est maintenant actuel. Il y avait des autres. Il y a pour la famille, c'est Milé, Strašni, c'est maintenant. Ça a aidé beaucoup pendant la guerre. Parce que tout le monde pensait que je suis quelqu'un de terrible, comme ça. Non, ça vient au début de ma carrière photo. Souvent, c'était les photos dans la soirée où tout le monde est un petit peu dans l'état bourré. Et j'ai pas montré au début les photos et à la fin, j'ai montré les photos. Les photos sont terribles, terribles. Et comme ça, il y avait une équipe de foot et chacun eut son nom, t-shirt avec son surnom. Et moi, c'était terrible, Strašni. Et après, c'était un petit peu oublié, comme c'était en 80. Et dès que j'ai un petit peu commencé de travailler pour les journaux, je ne sais pas qui a dit voilà Strašni, et tout le monde a rigolé Strašni, Strašni. Et ils ont commencé d'écrire pour chaque photo, publier photo Strašni. C'était devenu une blague. Et après, dès que je commençais dans un autre journal vraiment travailler, ils se m'ont appelé Munja, c'est l'éclair. Par rapport à un autre photographe de Belgrade qui était très connu aussi, il y a maintenant c'est un petit peu plutôt Strašni qui est plus connu que Munja, mais ça reste. Eh bien justement, revenons à vos débuts dans la photographie. Vous avez commencé à 17 ans apparemment au club universitaire de Sarajevo. Mais c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la photographie votre métier ou au moins votre activité principale? C'est quoi le déclic? Innate. C'est un mot. Parce que c'est mon frère et un pote aussi, Kovačević Milan. Ils ont commencé la photo. Ils sont toujours cachés dans les caves chez mon pote. Et dès que je voulais entrer, ils ont dit casse-toi petit. Et comme ça, je suis allé dans la rue Titova. J'ai vu l'affiche photocourse
cours de la photo, je suis entré, je racontais Mladen Pikulic qui m'a dit « Ok, voilà, tu peux t'inscrire, les cours vont commencer dans un mois, en octobre. » Et comme ça, j'ai commencé, j'ai eu 17 ans, c'était un petit peu premiers gens que j'ai rencontrés. Avant, j'ai joué aux échecs, j'aimais bien. Et maintenant, c'est quelque chose à moi où j'ai commencé doucement. Au début, je n'ai pas eu beaucoup d'ambition, tout ça. Après, je suis allé dans l'armée, j'ai un petit peu perdu contact. Après, je suis recommencé. Et bon, après, j'ai commencé de travailler dans les journaux, de suivre tous les manifs, tout. Ça pouvait rien se passer à Sarajevo que je ne suis pas là et tout ça. Et c'était quoi vos sujets de prédilection quand vous avez commencé la photographie à ce moment-là? C'était quoi ce que vous preniez en photo? Plutôt dans la rue, photo de la rue. Et j'aimais bien photo marché au pouce ou marché normal. Et après, ça a commencé un peu les concerts, tout ça, les manifs dans les rues culturelles, performances. Doucement. Et... Ce sont les gens qui vous intéressent. J'aime bien les gens, j'aime bien toujours, j'ai essayé de chercher quelque chose de plus calme, plus humain pour raconter des gens, pour discuter, tout ça. Pour vous, Milomir Kovačević, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne photographie? Il faut avoir un bon contact avec personne ou je sais pas, moi j'ai pas essayé d'imiter les autres, moi j'ai essayé de créer mon style, de rester moi-même. Il n'y a pas de règle, il faut juste que vous voyez la photo et vous dites waouh, c'est bon. Et là il faut déclencher. On y va. Mais moi je fais plutôt par les séries. Il faut voir toute la série parce que c'est une histoire et comme ça marche beaucoup mieux. Je ne sais pas trop faire une photo et dire voilà c'est bon. Moi j'aime bien prendre mon temps pour entrer dans le sujet, pour voir de chaque côté, pour discuter, pour voir, pour un travail profond. Il y a encore des sujets, même ici, que je travaille à Paris la nuit depuis 25 ans. Je n'ai pas encore fait aucune expo à Paris. Les cimetières aussi. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de choses, préparation, beaucoup de tests, regards, tout ça. Moi, je recadre par les photos, elles sont toujours avec filet noir plein pot. Et la photo, c'est fini au moment que vous déclenchez. Ça veut dire que ça doit être bien pensé, bien contrôlé, bien regardé, contraste, réaction, l'expression de personne ou la structure de l'objet, de l'image, de tout ça. Il faut, pour moi, c'est la photo, c'est fait dans la tête et après labo, tout ça, c'est juste réalisation, ça, c'est la technique. Vos images, qui sont toujours en noir et blanc, si je ne me trompe pas, s'inscrivent dans la tradition de la photographie qu'on dit humaniste, celle de Willy Ronis, de Robert Frank, de Brassailles même, avec qui vous partagez cet amour pour les scènes de nuit. Alors voilà, c'est bien sûr quelques noms qu'on pose comme ça, mais vous, c'est quoi vos modèles, vos photographes ou artistes qui vous ont inspiré ou peut-être qui vous inspirent toujours? Diane Arbus, August Sander, Bill Brandt, bien sûr Joseph Koudelka. Et oui, c'est vrai qu'avec Joseph Koudelka, il y a quand même une vraie parenté. Et surtout, il est parfois venu aussi, quand j'ai exposé à Fetekos, la galerie, il était ami avec Delpire, avec Dorina là-bas, qu'elle a travaillé. Il est pote avec Voja Mitrovic, ils sont comme les cousins, tout ça, mais j'adore son engagement, son travail. Même aujourd'hui, il voyage aussi, il fait des photos. C'est quelqu'un dont vous connaissiez le travail quand vous avez commencé ? Au début, je connaissais pas grand-chose. J'ai vu juste dans journal photo, tout ça. Mais il y a une expo de, je pense, Werner Bischoff, suisse. On a vu chez nous à Sarajevo, à Collegium Artisticum. Ça, moi aussi, j'aimais bien. À l'époque, on n'a pas eu beaucoup de littérature, pas beaucoup de livres. Et après, on a eu un petit peu de livres. Mais moi, je n'ai pas regardé tout ça. Moi, je prends mon appareil, moi, je sors dans la rue, quelque part.
juste, je fais mon sujet et il faut créer l'ambiance, l'atmosphère. Pour moi, c'est un petit peu comme j'ai entre Amarcord de Fellini. Et comme ça, à Sarajevo, ça marchait. Je sors de Titova, après Ferhadia, après marché Opus à Baščaršija, à côté de Viečnica. Et là-bas, on a rigolé, on a tout ça. Souvent, je donnais les photos, on se connaissait. Après, c'est vraiment comme une petite pièce de théâtre. Ça marchait super bien. Oui, parce qu'en fait, vous nouez souvent une relation intime avec les gens que vous photographiez. Si je ne connais pas les gens, je n'ai pas envie de photographier. Je n'ai pas intérêt. Moi, je n'ai pas besoin de spectacle. Je ne suis pas trop commercial non plus. Mais s'il y a vraiment une communication, une relation, ça, je suis intéressé, je fais ça. C'est pas que marcher, c'est pas que dans la rue, c'est aussi tous les concerts au marché. Même après la photo politique, comme je faisais pour les journaux, j'ai toujours rigolé là-bas. C'est comme ça la vie. Vous m'offrez une bonne transition. J'allais justement vous demander comment se passait le métier de photographe de presse à l'époque yougoslave. Comment se passait concrètement votre travail? Est-ce que vous aviez des pressions de la part de, je ne sais pas, de la hiérarchie ou voire du parti qui voulait censurer certains des sujets que vous couvriez? Mais non, ça c'est des histoires. Les gens aujourd'hui ils parlent n'importe quoi. Juste il y avait, je ne sais pas. Surtout pour les photos, ils parlent maintenant d'une photo que je faisais avec Bregović sur le drapeau yougoslave, que le journal Valter il était interdit, après à gauche, à droite. Mais non, pour moi, c'est vraiment mes sujets. Même moi, je n'ai pas cherché non plus. Je ne voulais pas être paparazzo. Même le journal où je travaillais, c'était un tabloïd. C'était contraire de moi. Je tombe dans les situations. Et comme j'aime bien les gens, j'étais bien avec tout le monde et il me demande les photos à la con un petit peu. Il fallait faire un petit peu. Après, j'ai eu problème avec Kusturica parce qu'une fois, on était à Tučepi, il a joué au tennis et comme j'étais avec les journalistes, ils se sont demandé de faire la photo. Moi, je connais parce qu'il habitait en face de photoclub. Moi, je faisais juste, après, je ne voulais pas donner la photo. Ils sont menacés. Si tu ne donnes pas la photo, tu es viré. Et j'ai donné, après, Kusturica, il n'était pas content. Après, une fois, il voulait me taper. Ça, c'était un petit peu... Bon, il y avait des petites bêtises comme ça, mais c'était un petit peu rigolant. Et il était avec le mec qui m'a demandé la photo, qui a publié. Et avec lui, il était top, mais comme moi, il voulait... Sinon, moi, je faisais ce qu'il fallait. Après, je savais très bien, pour moi, le journal, c'était plutôt pour voyager, pour voir les gens et pour profiter pour mes sujets. Comme ça. Moi, il y a une image qui m'a... On s'est échangé des images, évidemment, pour préparer cet entretien. Et puis moi, il y a une image qui m'a interpellé à Sarajevo. C'est celle de ce sosie d'Elvis qu'on voit qui vous fixe dans l'objectif. Il est avec sa guitare, déguisé en Elvis. Et puis derrière, il y a Sarajevo en contrebas. Est-ce que... on sait qu'à l'époque, le rock'n'roll, c'était quelque chose d'important à Sarajevo, parce que Sarajevo était une ville de rock'n'roll dans les années 80. Mais est-ce que pour vous, c'était quelque chose qui comptait aussi le rock'n'roll à l'époque? Bien sûr. Moi, j'aimais bien la musique et j'ai visité tous les concerts. Si je suis à Sarajevo, j'étais chaque concert. Au début, je n'ai pas eu de presse, tout ça. J'ai eu toujours un paquet de photos. Je connaissais bien les mecs qui travaillent en entrée. Je file les photos et je rentre. Après, j'ai connu tout le monde et je pouvais entrer facilement sans aucun problème. Même je faisais les photos de pochettes pour quelques groupes. Pour qui, par exemple? Bombay Stampa, après je travaille avec Trio, après pour Dino Merlin, après... en face de photoclub, c'était Radio Club où souvent il y avait beaucoup de musiciens. C'est Dino Merlin, tout ça, tout là, tous les mecs qui sont été en face, on était toujours ensemble, on a passé souvent des nuits. J'ai adoré jazz parce qu'en bas, c'était Jazz Club. Pour travailler les photos, les tirages la nuit. À 10h, c'est terminus. On devait quitter
Les locaux. Et Kempf, qui était gardien, il nous filait les clés, il dit « tu peux fermer, tu restes ». Et après, il fallait que je vire aussi les jazz clubs. Et les mecs là-bas, il y avait tous les grands musiciens de Yougoslavie qui sont venus. Moi, j'étais tout petit, pas sérieux, 23, 24 ans. Et je viens là-bas, les mecs se disent « arrête, quand tu vas nous virer, arrête, viens ici. Qu'est-ce que tu veux boire? Qu'est-ce que tu veux manger ?» Et ils sont joués comme ça. J'ai commencé à écouter vraiment jazz, que j'écoute aujourd'hui aussi. Et comme ça, après, je suis rentré pour travailler les photos. Je les laissé toute la nuit. On est devenus des amis, tout ça. Et j'étais vraiment... Ça jouait... la musique, après, ça a commencé New Primitive, c'était un petit peu la même génération. Et justement, pour revenir sur ce rock'n'roll, cet état d'esprit un petit peu libertaire que vous racontez, où on buvait, on sortait la nuit, on faisait ce qu'on voulait, est-ce que vous avez l'impression que c'est cet état d'esprit très sarajeevien qui a été détruit par la guerre? Je pense que déjà beaucoup de population a changé, beaucoup de gens qui sont quittés, il y a des gens qui sont restés. Déjà, ça a changé l'époque aussi. Même ici, la musique a changé. Il faut pas... J'espère qu'on peut mélanger deux choses. C'est pas plus la même génération, parce qu'avant, je me souviens, les gens, ils sont allés à Londres pour acheter un vinyle et pour entrer, pour être premier à Sarajevo, pour venir avec cette vinyle. À l'époque, c'était vraiment rock, avec tous les... À Chichar, il y avait Cactus Club, où il y avait beaucoup de... C'était assez connu, de rock, metal, tout ça. Pendant la guerre, il y avait à Obala, il y avait beaucoup de concerts. Moi aussi, j'étais là-bas, à Slogan, où j'ai habité, il y avait des concerts, il y avait cabaret, caméra théâtre en bas. C'est déjà plus rock'n'roll pur, c'est déjà un petit peu... Changé. Ça a commencé à changer, ces mélanges, il y a un petit peu de jazz rock, jazz funk, tout ça. Vous avez photographié, vous, tout le mouvement pacifiste qui s'est organisé avant que la guerre n'éclate. On voit dans vos photographies notamment des manifestations avec des gens qui portent ce signe Peace and Love. Et vous avez pris clairement position contre les propagandes nationalistes qui avaient lieu à l'époque, et vous en avez tiré de ces photographies une série, une exposition qui est titrée « On voulait simplement la paix ». Premièrement, je faisais élection Strašni izbori. J'ai commencé 1er octobre jusqu'au 18 novembre 90, avec tous les partis, tous les programmes. Il y a l'équipe qui sont collés les affiches, les autres qui sont déchirées, tout ça. Il y a vraiment tellement de photos magnifiques. Et il y avait dans cette série, il y avait la série La guerre des affiches. Après, je ne sais pas combien, première année déjà de pouvoir de nationalistes, les gens ils sont déjà pas contents, rien n'a marché. Même la presse, ils voulaient contrôler la presse, tout ça. Tous les partis gauches, ils ont commencé à organiser les meetings, protestations. Comme on a déjà vu que la guerre ça va arriver, on n'a pas pensé jamais que ça va venir à Sarajevo. Et ça a commencé après, c'est Ravno, après c'était Vukovar, Krajina. Tout en Croatie d'abord. Tout ça. Premièrement, c'était Ravno, c'était plutôt en Bosnie, mais c'était derrière Dubrovnik, mais c'est un territoire de Bosnie-Herzégovine, mais c'était un petit peu plutôt croates qui sont habités là-bas. Et on a vu que ça marche pas. Et ils ont essayé d'organiser, c'était encore pour la Yougoslavie, comme... Ça, ce sont les grandes manifestations où on voit les sigles Peace and Love, notamment, Peace and Love, qui sont mis en le avant. drapeau yougoslave, le drapeau de Bosnie, toujours encore socialiste. Et après, doucement, il y avait cette manifestation à l'époque où Šešelj, donc le nationaliste serbe. Il était invité pour participer à une émission Umijeće življenja à Obala. Il était invité, il y avait une manif devant un théâtre
C'était vraiment bordel avec tous les drapeaux. Et là-bas, il y avait des drapeaux croates et avec la lune, les musulmans collés. Et c'est montré, c'est Herceg-Bosna ici, dehors de Chetnik. Et on a vu que ça ne marche plus, rien de tout. Et les discours qui sont commencés, négociations, les paramilitaires un petit peu partout qui sont commencés d'organiser. Et vous disiez quoi avec vos amis parce qu'à l'époque, vous revendiquiez justement cet attachement à la Yougoslavie. Comment vous réagissez ? Nous, on n'a pas pensé. Mais on était un petit peu naïfs. On n'a pas pensé jamais que ça va arriver à Sarajevo. Et moi, je suis allé à Krajina, je suis allé à Vukovar. Même à Mostar, je suis allé le 3 avril. Donc juste avant le début de la guerre. J'ai raté, je suis rentré et je suis le 4, je suis revenu à Mostar pour photographier ça. Et ça, bordel a commencé. Tout était bloqué. Je suis rentré avec un manifestant. Sinon, je ne pouvais plus rentrer à Sarajevo. Et oui, parce que le 6 avril, c'est le 6 avril, et je suis rentré directement devant un gouvernement là-bas pour le meeting. Je suis rentré avec... Parce que le 6 avril, pour rappeler à nos auditeurs, c'est le début du siège. C'est pas le début. Le début du siège, c'est 2 mai. Ça, oui, mais c'est la date symbolique. Il prend un petit peu la date symbolique, mais début... pratiquement, c'était bloqué à partir de 2 mai. Ça a commencé vers Titova, où il y avait des tirs. Après, première grenade sur Titova, j'étais là-bas, j'ai les photos, tout ça. Et après, il y avait la poste qui était brûlée, tout ça. Il y avait des blessés, les gens qui sont restés même dormir chez nous dans le centre, dans le photoclub ou dans Esperanto, tout ça. Et pour moi, ça, c'est 2 mai, c'est le premier jour un petit peu de la guerre. Et vous allez rester durant toute la guerre, dans tout le siège de Sarajevo. Vous êtes resté dans votre ville, malgré les attaques quotidiennes. Et là, vous êtes devenu non pas un photographe de guerre, mais comme vous le dites, vous êtes devenu un photographe dans la guerre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie être un photographe dans la guerre ? Moi, j'ai resté. Avant, j'ai photographié la ville. Moi, j'étais photographe de Sarajevo, de la ville. Et je restais toujours. Je faisais la même chose, sauf que les conditions sont changées. Les gens qui pouvaient rigoler, maintenant, tu as les vrais mecs avec les armes, tout ça. Dès que tu es avec l'appareil, c'est pas simple de passer de tout ça. Après, comme j'ai commencé de travailler à Dani, comme ça... Dani qui était un grand quotidien citoyen. C'était pas quotidien. C'était, un hebdomadaire. Ouais. Ça dépend après, ça dépend du papier, de l'électricité, de tout ça. Et comme j'étais souvent seul de pouvoir travailler les photos, les tirages, j'ai changé 21 positions de labo parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Toujours demander est-ce qu'on connaît quelqu'un là-bas. Tu tapes à la porte, c'est moi, je peux faire... Est-ce que je peux développer mes images chez vous ? Mes images, comme ça. Il fallait tout improviser. Moi, je n'ai pas aucune expérience de la guerre, tout ça. Aussi de travail dans cette... Et il y avait une grande solidarité ? Bien sûr, il y avait, surtout au début de la guerre et après, c'est vraiment, je ne sais pas est-ce que c'est la vérité ou pas, mais j'ai toujours le sentiment dès que j'ai besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui on peut trouver ça ici, parce que pour la première expo que je faisais, 93, grande expo à Collegium Artisticum, Tito in Vor, c'était grande expo, je ne sais pas, 105 photos, grand tirage, on n'a pas de passe-partout, rien de tout, mais chaque expo était avec les bougies. On a trouvé les bougies à l'église orthodoxe à Bashashia, il fallait trouver les morceaux de métal pour tenir les bougies, les cimaises. Après, passe-partout, on n'a pas eu passe-partout. Il y avait à l'école des Beaux-Arts de Hassan Čakar et Savo Marjanović. On a fait Cito, on a fait tout ça. Après, tout était improvisé. C'était le système D.
Oui, et après, pour chaque expo, après à Obala aussi. Maintenant, tout le monde dit, dès que je demande quelque chose, c'est difficile, on ne peut pas faire ça. Mais alors qu'à l'époque, on trouvait. On a vraiment partagé tout. On a vraiment fonctionné, on a partagé des morceaux de pain. Donc, dès que tu partages avec quelqu'un ça, tu sais qui est vraiment ton ami, comment ça marche. Et vraiment, c'est... cette amitié de la guerre, ça restait toujours, même si on se voit 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même il y a des gens, comme maintenant c'est un petit peu la crise, il n'y a rien au niveau du boulot, beaucoup de gens qui m'appellent. Est-ce que tu as besoin? On va t'envoyer un petit peu de sous, tout ça. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ces réseaux de solidarité se sont maintenus. Oui, on a resté parce que cette amitié, tu ne peux pas couper, tu ne peux pas... La vie était terrible, mais on a, avec notre esprit, on a fait des blagues, on a rigolé, on a tout ça, on a resté normalement comme ça. Oui, parce que justement, en fait, ce qui est incroyable dans ce Sarajevo assiégé, c'est que la vie culturelle, malgré ce que vous racontez, toutes les difficultés, il y a des concerts qui se maintiennent, il y a ce fameux Rock Under the Siege, il y a les expositions photographiques, des pièces de théâtre qui s'organisent dans des sous-sols. Est-ce que continuer à faire exister cette vie culturelle dans le Sarajevo assiégé, c'était comme pour dire... on est toujours là, on est toujours vivant. Comment vous envisagez ça? On n'a pas fait à cause des autres, on a fait parce que c'était notre l'habitude. Moi, j'ai continué de faire ce que je faisais avant. On a essayé d'imiter un petit peu la vie normale. Et on a besoin, je ne sais pas moi, si je n'ai pas fait les photos ou les expos ou tout ça, je ne sais pas comment... On était déjà moitié fou. Dès que je fais la photo, dès que je regarde son appareil, je suis déjà dehors de la réalité. Je suis sauvé, même si c'était un petit déclic. Mais c'est après, dès que j'ai fait les tirages, les photos reviennent à moi. C'est beaucoup plus profond, comme les tatouages. Et je me souviens presque de chaque photo, chaque moment. Ça si c'est vraiment votre vie, c'est toujours, il faut garder bon esprit et bien s'occuper de quelque chose, de travailler, de rester positif. Et comment on restait optimiste à l'époque? Alors, comment vous restiez optimiste? Qu'est-ce que vous croyiez à l'époque? On n'a pas eu le temps de trop penser, de trop réagir, parce qu'on ne savait pas est-ce qu'on va rester en vie demain. Et on a essayé de profiter chaque jour. Même souvent, on a eu des soirées, on a eu besoin de un petit peu de bougies, batterie pour écouter 2-3 disques. Si on te vu une bouteille de quelque chose, de grappa ou bouteille de vin ou quelque chose, et c'était bon. On était super contents qu'on peut faire ça. Demain, c'est un autre jour, on va faire... il faut trouver à manger, il faut trouver ça. Et on a fait jour par jour. Moi, j'ai travaillé, c'est la photo vraiment. Moi, j'étais, même avant la guerre, un photographe, j'ai eu 31 ans. J'ai vraiment trouvé une photo. C'était ma façon de résister, de créer un autre monde qui est maintenant, qu'on ne peut plus détruire. Même si il était dans les photos ou même dans ma tête, tout ça. J'ai travaillé beaucoup. Toutes les expos, j'ai fait 4-5 expos. C'est vraiment, j'ai eu liberté de faire ce que je veux. J'ai eu des amis qui sont bien aidés. C'est ça qui m'a bien sauvé. Moi, je voudrais parler un petit peu d'une série de photographies. C'est celle sur les cimetières. Vous avez photographié des cimetières pendant la guerre et notamment, vous avez photographié quelque chose qu'on a finalement très peu vu ailleurs. C'est ces photos de tombes orthodoxes. Est-ce que vous vouliez décaler le regard, qu'on se souvienne que Sarajevo était une ville cosmopolite où se croisaient toutes les religions? Qu'est-ce que vous vouliez dire avec cette série? C'était à l'époque comme... Souvent, on était au cimetière pour l'enterrement des proches. Première série que je faisais, c'était un enterrement standard. Mais après, comme j'ai marché, j'ai
j'ai vu les tombes NN, no name. Et je me suis interrogé, c'est quoi ça? À l'époque, je ne savais pas. Mais j'ai photographié. La première expo, c'était Apocalypse Now, c'était no name. Parce que j'ai eu aussi, au début de la guerre, quelqu'un qui m'a rattrapé à cause de mon nom, prénom, l'appareil. Ils sont enlevés, ils ont jeté mes papiers, tout ça. C'était... Parce que vous étiez serbe? C'est un petit peu ça aussi. Mais c'est quelqu'un qui m'a sauvé aussi, qui a compris tout de suite. Et après, il y a une photo, c'est mon ombre sur une des tombes que j'ai photographiée. J'ai vu cette série et ça m'a intéressé. Je ne savais pas pourquoi NN, pourquoi ce numéro, qu'est-ce que ça veut dire. Et je faisais cette expo, c'était à Obala. Et devant chaque photo, c'était aussi cette bougie de Requiem comme c'était l'église orthodoxe. Et après, j'ai visité, ça c'était sur le cimetière Lave. Après, j'ai visité en bas, c'est Saint-Marco et Saint-Joseph. Et là-bas, j'ai vu des photos sur les tombes qu'elles sont soit endommagées par les tirs ou les grenades, ou les visages sont disparus de la photo. Des gens qui sont enterrés, on ne voit même plus leurs photos, c'est ça? On ne voit pas la photo, on ne voit plus le visage. Et ça m'a interrogé beaucoup. Comment ces gens qui sont décédés il y a 40, 50, 100 ans, où il y avait encore beaucoup de mélange. Maintenant, c'était bien sûr, la population a changé. Il y a beaucoup de Serbes et Croates qui sont partis. Souvent, c'était enterrement des musulmans bosniaques. Et pour moi aussi, je faisais cette série et on a organisé aussi l'expo à Obala. C'était aussi magnifique. Et toutes les expos sont durées. Dès que la bougie c'est fini, l'expo est finie. On a fait vraiment quelque chose dans les tripes. C'est pas bluff, il faut impressionner quelqu'un. Non, on a fait juste que c'est quelque chose de nous, de notre monde, pas de... Comment ça s'est passé, votre départ de la ville de Sarajevo, et comment vous vous êtes retrouvé à Paris? C'était un petit peu une période assez délicate. Tout le monde voulait partir. Moi aussi, j'étais saturé de tout ça. Je n'ai pas trop pensé, même pas de partir. Il y avait Francis Bueb qui est venu à Sarajevo. Qui était le directeur du centre André Malraux. Et dès qu'il a vu mes expos, tout ça, il m'a dit tu dois venir à Paris, tu dois montrer tes photos, tout ça. Bon, et moi, je dis ok, ça va, c'est pas... Je n'ai pas pensé au début de quitter, même... je pensais juste aller voir un petit peu tout ça. Francis, il a insisté, comme ça, moi, je suis sorti. Qu'avec l'appareil, mes photos... quelques vêtements et je suis venu à Zagreb j'ai attendu visa pour Paris. J'ai attendu 3 semaines et j'ai eu visa et je suis venu à Paris et grand amour est né. Et oui, mais quand vous arrivez à Paris, vous parlez pas du tout le français. On imagine que ça n'a pas dû être forcément très évident de vous trouver une place dans cette ville sans parler la langue. Au début, bien sûr, c'était pas facile. Première nuit, je dormais à rue Jacob dans un hôtel à 150 francs. C'était vodka. J'ai dit, ils sont fous, c'est quoi ça? Et après, j'ai fini chez Philippe et le groupe passagers au Château Rouge, rue Panama, dans 7 mètres carrés, chambre de bonne. Dans une chambre de bonne de 7 mètres carrés. Oui, et comme ça a commencé ma vie parisienne. Et même là-bas, j'ai déjà installé la bouche. Parce que c'est mes amis, comme j'ai eu rien de tout, j'ai sorti, je pense, avec 500 Deutschmark. J'ai déjà dépensé à Zagreb parce que c'est 3 semaines là-bas. Et ici, je ne sais pas, j'ai eu des amis, Zdenka et Sibila, avec qui j'ai travaillé à Oslobođenje. On s'est connus super bien. Je pouvais aller laver mes linges ou les amis de Londres.
Sania et Neda, elles sont envoyé les vêtements, ou je sais pas, un petit peu de film, ou tout ça. Nermine et Jelko et Migné, ils sont envoyé agrandisseurs, un petit peu de papier, de film. Comme ça, j'ai commencé. J'ai rien. Et petit à petit. Et juste doucement, même en bas, il y avait un bar, je suis tombé sur les nuits de Ramadan, c'est les Arabes. Juste en face où j'ai habité, rue Mira. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi il m'a sympathisé, le mec là-bas, il avait tombola. Et j'ai gagné chaque nuit. C'était le premier bar où je suis entré toute seule. Parce qu'il y avait dans le jukebox, il y avait des tics trash de Serbie, Biljana Jeftic, ou les gens que j'ai photographiés à l'époque. Parce qu'il y a aussi une communauté serbe qui habite par là. Je pense qu'il y avait beaucoup de Serbes, mais il y a beaucoup de Yougos. Et parce que c'est plus bas, c'est Simplon, il y a de l'église, il y a beaucoup de restos, et dans cette part, il y avait ça. Moi, j'ai rigolé. Comme j'ai connu à l'époque, c'était vraiment à Sarajevo. Je photographiais pour le journal, j'étais obligé, même si je n'aimais pas trop. J'ai photographié aussi tous les folk. Mais les stars du folk. Ah oui, mais c'était bien payé. Ça va. Et après, je suis commencé vraiment marcher comme je n'ai pas eu des amis, rien de tout, pas de sous, qu'est-ce que tu peux marcher? Je prends l'appareil et à Paris. Et j'ai vraiment, comme j'ai connu à l'école, j'ai appris dans l'histoire des arts, à Notre-Dame, Boulevard, tout ça. Comme ça, je suis allé, j'ai photographié, j'ai marché beaucoup. Je pense, les premiers 6 mois, j'ai 3 paires de chaussures, j'ai brûlé. À force de marcher? Ouais. J'ai marché pour 20 km par jour. Minimum. Et il y a quelque chose d'assez frappant dans les premières images que vous faites quand vous arrivez à Paris. C'est que d'ordinaire, quand vous êtes à Sarajevo, ce qui vous intéresse, c'est les visages des gens, les corps, les humains, le vivant. Et dans les premières photos de nuit, notamment, que vous faites à Paris, on vous photographiait surtout des statues, des sculptures, enfin des figures humaines mais inanimées, sans vie. Est-ce que c'était parce que c'était trop difficile encore de photographier des gens vivants parce que vous ne parliez pas la langue? Comment ça se fait que vous êtes intéressé comme ça à ces sujets-là? Parce que j'ai connu ça. J'ai connu Balzac ou tout ça. C'est un peu l'ambiance. Dès que je sors dans la nuit, le seul truc que je sais, c'est Notre-Dame, ça c'est sculpture de ça c'est de lui, ça c'est lui, ça c'est lui. Et comme ça, j'ai commencé. Et moi, je ne peux pas photographier les gens si je ne les connais pas. C'est aucun intérêt pour moi. Et après, dès que j'ai marché, j'ai passé les Halles, là-bas sorti Pierre Lescaut, il y avait manège, à côté, j'ai vu les gens qui sont joués aux échecs. Quand j'ai rien à faire, j'ai un petit peu regardé, j'aimais bien chaque échec, j'ai joué un petit peu, et j'ai photographié tous les champions avant, parce que c'était aussi club d'échecs à côté du club de photo, et j'étais photographe officiel. Et j'ai connu Karpov, Fischer, Spassky, Polgevski, Taille, tout le monde. Et j'ai un petit peu regardé, et un jour, c'est Pepito, c'est un vieux catalan, qui m'a dit, viens, tu veux jouer? Au début, comme je n'ai pas parlé, ils ont pensé que je suis muet. Moi, je dis, ouais. Et comme j'ai joué bien, tout le monde dit, oh, voilà. Et vous êtes devenu une star des échecs à oui, et dès qu'il y a quelqu'un qui bien joue, parce que ça tourne, qui gagne, il reste. Et dès qu'il ne peut pas enlever quelqu'un, il me ramène. Et je gagne. Et comme ça, je suis un petit peu devenu la star. Et au début, j'ai eu aide de Croix-Rouge française, j'ai eu 2 éclairages. J'ai eu un petit peu de film, j'ai ramené à vieille Hasselblad de Sarajevo. Et c'est un pote qui m'a prêté les caves où j'ai improvisé mini-studio. Et chaque fois, j'ai invité quelqu'un de ses potes. De ses joueurs d'échecs? Oui, et on a joué quelques parties, j'ai fait un portrait. Un portrait. Et comme ça, finalement, on a fini dans un bar Giltis, angle rue Saint-Denis et Étienne Marcel. Et Guylaine, elle m'a donné une pièce en haut, où il y avait billard, tout ça, mais elle n'a pas utilisé. J'ai installé le studio, et dès qu'on joue en bas,
je rattrape quelqu'un et j'ai photographié en haut. Et c'était superbe. C'est en bas, on a fait après l'expo. Premièrement, c'était 80 portraits, c'était top. C'était ma première série, mes premiers amis parisiens. Même si je n'ai pas parlé français, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont eu envie aussi de m'aider? Ils ont eu aussi envie peut-être de se montrer, de tout ça. Et ça, maintenant, je suis en train de faire un catalogue de cette série. 25 ans après. 25 ans après. Il y a aussi de ces longues balades nocturnes. Quand vous avez usé ces 3 paires de chaussures en 6 mois, vous avez tiré une série qui s'appelle « Les Lumières de Paris ». Et dans le texte de présentation, on peut lire « Loin des clichés touristiques, les monuments parisiens deviennent des repères de vie, des lieux où le sentiment de solitude cède la place à la certitude d'être chez soi ». C'est parce que ces monuments, c'était vos nouveaux repères à Paris ? Bah oui, c'était... Les photos sont un petit peu toujours bougées, ça, dans le rythme de la musique, de jazz, de tout ça. Maintenant, je suis un petit peu... Disons, chez moi, après, je vais commencer de sortir vraiment dans les bars après Guiltis. Je suis rentré, j'ai rencontré là-bas Pierre, Karl, Mario qui est venu parfois. Il y avait un Macédoine, Zoran. Et Mario, il m'a dit, Milo, moi je tiens un bar rue de Bretagne. Tu viens chez moi, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai dit, première fois quelqu'un qui m'a proposé. Et je suis allé, et je suis resté 6 mois, je suis venu sans prendre aucune photo, mais j'ai observé, parlé. Après, j'ai raconté Vasso, Jovica, Alpha, Brothers, tous les potes. Omar, qui est patron, qui tient c'était bar à lui. Il est chez Omar Couscous, un petit peu plus bas, à côté de marché Les Enfants Rouges. On a joué aux échecs. Et maintenant, je voulais faire des expos. Et je demandais, mon mari m'a dit, il n'y a aucun problème. Et j'ai un petit peu improvisé parce qu'il y avait des miroirs, tout ça, avec papier à plume. Comme pendant la guerre, j'ai tout improvisé. Et c'était top, les gens. J'ai premièrement exposé les supporters de Sarajevo, images de Tito. Et après, deuxième expo, c'est Pilier. Et tous les mecs de bar, j'ai photographié et on a exposé sur les murs. Après, deuxième expo, c'était les filles. Après, c'était les couples. Et c'était extraordinaire. On pouvait faire la fête, la musique, tout ça. On a ramené Rakia. Et les gens, ils sont beaucoup plus adorés l'expo comme ça que dans les vraies galeries. Et après, c'était devenu vraiment... On a commencé à organiser les concerts, les soirées littéraires, tout ça. Et finalement, c'était devenu tellement bordel que... Il a fallu fermer. Omar, il a dit, dégagez. Pour vous, la photographie, c'est quelque chose, c'est presque une affaire d'amitié. Amitié, communication, rencontre. Moi, en général, je ne parle pas trop, mais avec les photos, je peux parler beaucoup plus. Et les photos qu'elle parle aussi. Et à Paris, vous avez continué pendant des années avec l'association Paris-Sarajevo d'honorer la date du 6 avril. Pourquoi c'était si important pour vous d'honorer cette date du 6 avril qui est particulière pour Sarajevo? Parce que c'est à la fois la date de la libération par les partisans en 1945 et puis, on le disait tout à l'heure, c'est aussi cette date symbolique qui est retenue comme étant celle du début du siège. Le 6 avril, c'est le jour de Sarajevo, officiellement. Encore, même il essaye aujourd'hui de changer pour, je ne sais pas, mais ça ne marche pas encore. Plutôt les gens qui sont sortis, qui sont venus à Paris, sont de l'ancienne génération, de la Yougoslave, qui, pour tout le monde, cette date est toujours le jour de Sarajevo. Et comme ça, moi, j'ai essayé toujours là-bas au trou d'organiser l'expo. Après, il y avait librairie comme un roman ou chez Miro, là-bas, l'association Paris-Sarajevo Europe. Après, Jacques, là-bas, hôtel particulier de Soroy, rue Charlot. Mais dernièrement, ça marche un petit peu moins. Parfois aussi, nouveaux locaux de librairie comme un roman au marché Les Enfants Rouges. Et derniers 2-3 ans, malheureusement, il n'y a plus de place où je peux exposer. Mais
Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Et quand vous avez commencé à photographier, vous saisissiez les instants présents d'une Yougoslavie qui était encore unie, rayonnante, une Yougoslavie qui était encore dirigée, alors ça peut être au tout début par le maréchal Tito, et qui n'avait pas encore plongé dans la crise. 4 décennies plus tard, en 2020, la photographie existe toujours, la Yougoslavie n'existe plus. Sarajevo peine toujours à ça vous allez me corriger, peut-être que la Yougoslavie existe toujours. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce sont désormais surtout les traces de ce passé yougoslave, les souvenirs que vous cherchez à saisir quand vous êtes là-bas. Est-ce que pour vous, c'est un devoir de mémoire que d'honorer cette Yougoslavie, si elle existe encore ? Aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu de constatation. Qu'est-ce que ça reste de la Yougoslavie, de monuments que j'ai visités à l'époque, comme j'étais petit pionnier, comme j'étais étudiant. Et pour moi, c'était ma jeunesse, ma vie, tout, mon esprit. Bien sûr que j'aime bien voir qu'est-ce que ça restait aujourd'hui, qu'est-ce que ça restait des monuments. Après, il y a 2 ans, j'étais à Goli Otok pour visiter les prisons. Pour moi, c'était la plus grande bêtise et tâche du système yougoslave communiste. Les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques. Moi, j'idéalise pas la Yougoslavie comme système, mais c'était moins pire. Pour nous, c'était bien. On a grandi dedans. Je pense que Yougoslavie aussi, ça existe dans l'esprit de beaucoup de gens qui sont partis, qui ne sont pas acceptés le système nationaliste, tout ça. Physiquement, peut-être ça n'existe, mais bien sûr que ça existe dans la tête, ici. Dans le cœur. Dans le cœur. Et ça, personne ne peut pas me sortir de moi ça. Aujourd'hui, les nationalistes, ils parlent que la vie commence 90 ou quelque chose comme ça. Parce que moi, j'étais tous les meetings aussi des Serbes, 88, 89. Je sais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup de manipulation. Et ça, c'est un petit peu triste comment les gens ils ont été naïfs et comment ils sont laissés passer les nationalistes de venir au pouvoir. C'est pour cette raison-là que vous ne voulez pas retourner habiter en Bosnie-Herzégovine ? C'est pas que pour ça, parce que matériellement, j'ai plus rien. Même ici, même là-bas, je vis assez modestement. Maintenant, j'ai que 25 mètres carrés blindés avec mes photos, mes négatifs, mes livres et mes disques. J'ai à peu près 1000 CD. Parce que comme je suis parti de Sarajevo, j'ai laissé 1000 disques. Et c'est disparu dès que je suis parti. Et j'ai racheté tout ici, doucement. Je voulais vous parler aussi de cette décoration que vous avez reçue en 2007 quand vous avez été fait chevalier de l'Ordre national du mérite, comme on peut le lire sur votre biographie. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne voit pas dans votre biographie, il n'est pas fait mention des décorations que vous avez reçues en Bosnie-Herzégovine. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous n'en avez pas reçu, ça me surprendrait. Mais est-ce que de ne mentionner que cette décoration française, c'est parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus proche de la France que de la Bosnie-Herzégovine ? Je pense pratiquement, je vis ici. Je gagne ma vie ici, je travaille ici, mon labo ici, mes négatifs sont ici. Ça veut dire que je suis fiscalement, je suis ici. Je me sens aussi bien français que yougoslave ou bosnien ou sarajevien. C'est un petit peu entre les deux. Et vous êtes fier, j'imagine, d'avoir reçu cette décoration ? Bien sûr, par rapport à ma situation, comme je suis venu, pas commencer à zéro, mais quelque part... En dessous de zéro ? En dessous de zéro. Il fallait bien sûr commencer tout ça. Juste encore la photo qui m'a sauvé la vie, que j'ai commencé de
faire les photos, de travailler. Après, j'ai rencontré Goran Tachevski, il habitait aussi en face. J'ai commencé un petit peu d'assister. Après, j'ai rencontré Michel Cristalom, après Delpire. Donc la galerie Fait et Cause. La galerie Fait et Cause. Michel, il m'a beaucoup aidé. J'ai participé déjà à la première expo, déjà à Place des Vosges, chez Niki Diana Marcat, dans la galerie. Tout de suite à 1995, après à la mairie de Paris, Pauvres de nous, avec Petite Fête des Pauvres, avec tous les grands photographes. Et c'était pour moi, c'était top. C'était une sorte d'achèvement d'avoir cette décoration en France ? Bien sûr, je dis par rapport à la situation, comment quelqu'un qui est venu commencer de tellement bas. Et après, on a organisé à Sarajevo, à la résidence de France. C'était juste à côté où j'habitais ma mère et ma soeur pendant la guerre, et ma cousine habite toujours. Il y avait des centaines de personnes. C'était top, magnifique. Moi, je voulais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, un quart de siècle après la guerre, la Bosnie-Herzégovine connaît une nouvelle crise des réfugiés. Ce ne sont plus les Bosniens qui s'en vont à cause de la guerre. Maintenant, ce sont des milliers d'Afghans, de Pakistanais, d'Irakiens, de Syriens, de Maghrébins même, qui se massent principalement au nord-ouest du pays, dans le canton d'Unassana, à la frontière avec la Croatie, la frontière avec l'Union européenne. Est-ce un sujet que vous aimeriez documenter avec vos images et peut-être que vous vous sentez le sentiment de partager une forme de destin commun avec ces exilés ? Je ne sais pas exactement. Je sais pas, moi, j'ai pas trop envie parce que c'est pas les gens que je connais. Moi, je faisais ça, mon histoire avec Sarajevian à Paris, avec ça, c'est aussi un travail profond sur l'exil, tout ça. Ça prend du temps, là. Ça prend, et moi, je suis pas. Ça, c'est un peu aussi news. Je vois les collègues là-bas qui viennent pour faire pour les différentes agences ou pour les organismes, tout ça. Et moi, je sais pas, je travaille pas. Moi, je fais que les projets personnels et comme je n'ai pas aucun budget, je suis en limite d'existence financière. Je préfère continuer de faire par rapport aux histoires de la Yougoslavie avec les monuments, les gens que je photographiais pendant la guerre, qu'est-ce que je gageais. Financièrement, je ne peux pas faire ça. Mais moi, je fais qu'est-ce que je peux faire moi-même. Je ne cherche pas les bourses ou si quelque chose mérite d'être photographié par moi, je suis prêt à faire le sacrifice de vivre modestement ici, mais de faire ce que j'aime bien. C'était le premier épisode de Voix des Balkans avec le photographe Milomir Kovačević. Ce podcast était produit par Simon Rico et réalisé par Écran Sonore, enregistré par Guillaume Ledin au studio de la Croix à Montreuil.